Donc, merci Michel d'avoir fait peur à Martin et de m'avoir cédé la place. Pour ma part, moi, je suis ici pour vous présenter les résultats du rapport qu'on a publié à la FQPPU l'année dernière, à l'hiver dernier, sur le financement de la recherche universitaire de 97-98 à 2009-2010. Bon, Jean-Marie l'a mentionné au préalable, il y a quelques remarques méthodologiques qui s'imposent avant toute chose pour tirer les choses au clair. D'abord, les données du rapport sont tirées du système d'information sur la recherche universitaire, le CIRU, à l'exception des données sur les effectifs, naturellement. Il s'agit d'un indicateur à haut degré de précision, mais qui ne comprend pas, naturellement, toute la somme de la recherche. Donc, c'est un indicateur de la recherche financée dans les universités au Québec, mais ce n'est pas toute la recherche financée dans les universités au Québec. Ça compile les octrois versés aux universités pour financer la recherche selon 6 paramètres principaux. Le titre du projet de recherche, la source de financement, donc l'organisme et le programme, le cas échéant, l'établissement où travaille le principal chercheur qui dirige le projet, la discipline dans laquelle ça s'inscrit, l'usage des fonds et le lieu de réalisation. Donc, c'est avec ces 6 paramètres-là qu'on a travaillé pour élaborer le rapport. Maintenant, c'est une méthode un peu différente des autres rapports. Pour les autres rapports, on a l'habitude, nous, à la FQPPU, de compiler les données manuellement à partir des documents qui nous sont accessibles, ce qui est assez long, assez difficile, assez fastidieux. Et là, à l'opposé, cette fois-ci, on avait une base de données qui nous était fournie tout cuit dans la bouche. Donc, ça présentait certains avantages puisque le traitement des données était grandement facilité. Mais ça n'a pas que des avantages puisqu'on ne contrôle pas nécessairement les intrants et les extrants de cette base de données-là. Donc, il y a eu certains ajustements à faire dans la base de données pour l'uniformiser, pour sortir un rapport qui soit lisible et aussi pour essayer de faire attention aux biais dans l'analyse que ça peut introduire. Par exemple, le CIRU a subi quand même quelques modifications depuis les années 80, depuis son début. 2003-2004, on va le voir par après, il y a des nouveaux fonds qui sont pris en compte, notamment la Fondation canadienne pour l'innovation, qui n'était pas prise en compte à partir au début de la période. Donc, ça introduit certains biais. On calcule que c'est environ, en 2003-2004, une différence là, positive de 234 millions dans le financement qui est à prendre en compte. Donc, il faut prendre les conclusions du rapport plus comme une indication générale de l'évolution du financement de la recherche et surtout comme un premier défrichage pour décrire la réalité financière de la recherche universitaire au Québec, ce qui, à notre sens, n'avait jamais été tenté auparavant. Maintenant, si on passe au vif du sujet. Quand on regarde l'évolution du financement déclaré par les universités depuis 97-98, hein, on voit sur la diapo ici, on est quand même frappé par la croissance manifeste des investissements. Comme je le disais précédemment, le saut quantitatif en 2003-2004, 2004-2005 est dû non pas tant à une hausse du financement, mais bien aux FCI qui sont prises en compte nouvellement dans la base de données. Donc, si on prenait en compte les FCI depuis le début, probablement qu'on obtiendrait un portrait un peu moins phénoménal, un peu moins impressionnant. Mais en même temps, si on regarde les sommes investies depuis 2003-2004, on s'aperçoit qu'on est en situation de stagnation, voire de légère décroissance. Et maintenant, si on tient compte de l'inflation, bien là, la hausse est un peu moins spectaculaire. On obtient une hausse de 762 millions à 1,45 milliard sur les 13 ans, soit 90 %. Alors, les questions qu'on se pose, Martin l'a mentionné, hein, c'est toujours les mêmes, que ce soit sur le financement de la recherche ou sur le financement des fonds de fonctionnement ou des immobilisations. D'où vient l'argent? D'où viennent les fonds? Où vont-ils? Puis surtout, comment ça se fait qu'on ne voit pas toujours la matérialisation des investissements sur le terrain? Alors, pour répondre à la première question, hein, puisque le temps file, on a mis les bases, les données sur le financement en base 100 pour comparer les comparables, base 100 de dollars constants. Quand on observe donc les sources de financement, 2 constats ressortent principalement. D'abord, les apports des différentes sources varient beaucoup d'une année à l'autre. Hein. On le constate particulièrement en ce qui a trait aux sources gouvernementales. On le voit en rouge, la source fédérale, et en vert, la courbe de l'apport de l'État québécois. Et ensuite, le deuxième constat,
Quand on les place en bassin, ce qu'on voit surtout, c'est l'apport considérablement plus important du gouvernement fédéral. Au cours de la période, le financement fédéral passe de 268 millions à 718 millions en dollars constants, soit une hausse de 168 %. Encore une fois, on rappelle les FCI, mais si les FCI étaient pris en compte tout au long de la période, le constat serait le même pour la fin de la période, c'est-à-dire qu'à la fin de la période, c'est en 2009-2010 le gouvernement fédéral qui est le subventionnaire principal de la recherche au Québec et de loin. Au début de la période, on avait une répartition qui se définit comme suit. 35 la pointe de tarte en rouge pour le gouvernement fédéral, 24 pour l'État provincial et 27 pour le secteur privé canadien. C'est les trois principales sources. Et à la fin de la période, on est rendu, en dollars constants toujours, à 50 22 pour le provincial et 17 pour le privé, ce qui a fait dire à certains qui ont lu le rapport que le privé n'a pas besoin d'investir beaucoup pour obtenir beaucoup. Maintenant, pour regarder répondre à la deuxième question qui porte sur la destination du financement. Où va l'argent donc? Et comment se fait-il qu'on n'en voit pas les manifestations sur le terrain? Bien, on a regardé comment se répartissent les fonds selon les catégories d'établissements. On sait que toutes les universités n'ont pas la même vocation, n'ont pas la même mission. Donc, on a créé des catégories d'universités pour comparer les comparables. Les catégories que voici, avec faculté de médecine, on a les 4 universités, Laval, McGill, Montréal, Sherbrooke. Montréalaises, donc, qui sont dans un bassin de population important, mais sans faculté de médecine, Concordia, UQAM, monodisciplinaire, ETS, HEC, Polytechnique, en région et hors groupe qui ne correspondaient pas à aucune des 4 autres catégories. Donc, comment ça se répartit en 2009-2010 sur l'ensemble de ces universités-là? Eh bien, c'est sans surprise qu'on voit les fonds, le 1,45 milliard, va majoritairement à raison de 79 % dans les 4 universités avec faculté de médecine. Au début de la période, pour donner une indication, c'est 77 %. Donc, s'il y a quelque chose qui se dessine, c'est une tendance à la concentration encore un peu plus grande. Quand on se demande donc pourquoi on ne voit pas la matérialisation des investissements en recherche sur le terrain, la réponse simple, c'est que si vous appartenez aux 40 % des profs qui ne travaillent pas dans une de ces 4 universités-là, bien, vous devez vous partager environ 20 % des fonds de recherche. On voit ici, les universités avec faculté de médecine accueillent ou comprennent 59 % des effectifs professoraux dans la province. Donc, 41 % restent aux autres universités qui, elles, se partagent, comme on le voyait dans la slide précédente, 20 % des fonds. Mais en vérité, même si vous appartenez aux 4 établissements qui génèrent le plus de revenus en recherche, les chances sont fortes que vous non plus, vous ne voyez pas la couleur de cet argent. Car les données montrent que, quand on les répartit selon les champs disciplinaires, cette fois-ci, ce sont les sciences de la santé, principalement, qui recueillent le plus de fonds, suivis des sciences pures et appliquées. En 2009-2010, toujours, 42 % des fonds allaient aux sciences de la santé, en rouge, 34 % des fonds allaient aux sciences pures et appliquées, contre un maigre 15 % au secteur quand même très large des arts, des lettres, des sciences humaines et sociales. Donc, si on place ça en perspective pour un peu mieux comprendre comment ça se dessine, un constat qui m'a frappé, moi, c'est de voir qu'en 2009-2010, à l'Université de Montréal seulement, en sciences de la santé seulement, il s'investissait plus d'argent, 237 millions, que dans tout le secteur des arts, des lettres, des sciences humaines et sociales, dans l'ensemble des établissements québécois, qui, eux, recevaient 221 millions. Maintenant, ce n'est pas possible, avec les données qu'on a, de regarder la répartition des professeurs-chercheurs dans les différents champs disciplinaires identifiés. Cependant, on a les données sur les EETP, les étudiants équivalents au temps complet, au cycle supérieur. Alors, si on regarde comment ça se partage, les EETP, en arts, lettres, sciences humaines et sociales, comptent pour 55 % de la population étudiante au cycle sup, contre 25 % en sciences pures et appliquées et 20 % en sciences de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, donc? Bien, ça veut dire que les professeurs et chercheurs dans le champ disciplinaire des arts, lettres, sciences humaines et sociales, qui comprend quand même dans la base de données CIRU 64 disciplines listées, soit presque autant que les 2 autres champs disciplinaires réunis,
Ça veut dire que les professeurs dans ce champ-là se partagent finalement 15 des fonds de recherche pour former à la recherche 55 des étudiants au cycle supérieur. Donc, on peut penser déjà qu'il y a un indice quant à la qualité de la formation et de l'encadrement qu'on peut fournir aux apprentis chercheurs dans les sciences humaines et sociales. Car il faut bien comprendre qu'on peut dire que les recherches, oui, coûtent plus cher dans les sciences de la santé, on peut dire que ça coûte plus cher dans les sciences pures et appliquées, c'est vrai dans une certaine mesure, mais pour former un étudiant, il faut l'embaucher, il faut l'intégrer dans une équipe de recherche. Donc, un étudiant qui soit, peu importe le secteur disciplinaire dans lequel il œuvre, il est au même niveau dans un même établissement, il gagne le même salaire. Donc, on peut se demander si, quand on a 15 des revenus pour former 55 du monde, on peut encore faire travailler tout le monde et former la relève en recherche dans ce secteur-là. Maintenant, bon, historien qui prêche pour sa paroisse, ça paraît assez évident. Hein? J'ai l'air de crier à l'injustice, mais ce n'est pas le cas du tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas assez d'argent en sciences en arts, lettres, sciences humaines et sociales, ou qu'il y en a trop en sciences de la santé, ou trop dans les établissements avec faculté de médecine au détriment des autres. Ce n'est pas mon point ici. Mon point est seulement de faire prendre connaissance de la situation, parce que si on veut avoir un débat sur cette question-là, puis en arriver peut-être à une position qui fasse consensus au sein des acteurs universitaires, il faut d'abord connaître la situation, et donc c'est ce que je présente ici. Donc, il y a plus encore. Quand on pousse un peu plus loin les données, ça, ce n'est pas dans le rapport, c'est des nouveaux graphiques qu'on a sortis récemment. Quand on observe la répartition des fonds selon les projets, on peut voir encore davantage de concentration. Alors, ce qu'on a ici, c'est la distribution du nombre de projets selon le financement obtenu en 2009-2010. Donc, vous avez, grosso modo, là, des intervalles qui donnent ce qu'on a fait, on a divisé la totalité des projets. Il faut bien comprendre qu'il s'agit des projets ici et non pas des chercheurs qui ont obtenu l'argent, mais bien des projets de recherche financés. On a divisé ces projets-là selon des intervalles pour voir combien chaque projet recevait d'argent. Ce qui fait qu'on obtient de 0 à 1000, on a 1300 projets qui ont reçu entre 0 et 1000 $. Entre 1000 et 5000 $, on a 4285 projets, 5000 et 10 000, 3177, bon, vous comprenez, jusqu'aux projets les plus financés. Entre 10 millions et 25 millions, il y a 5 projets au Québec en 2009-2010 qui recevaient ces fonds-là. Donc, tout de suite, on s'aperçoit que la vaste majorité des projets est dans le bas du tableau. Hein. Il y a comme une division assez claire qui se fait. En fait, 50 des projets sont financés à raison de 20 000 $ maximum. Donc, la courbe là, en bas de 20 000, ça comprend 50 des projets financés. Maintenant, quand on regarde combien valent chacune de ces intervalles-là, ou à raison de combien, c'est quoi l'enveloppe totale de chacune de ces intervalles-là, on obtient une idée un peu plus claire de la concentration des fonds. Alors, entre 0 et 1000 $, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait les projets entre 0 et 1000 $, au total, ont été financés à raison de 786 743 $. Entre 1000 et 5000, 13 213 000, bon, etc., etc. Donc, ce que vous avez, en gros, on constate que la courbe s'inverse, grosso modo, par rapport à la diapo précédente. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on trace la ligne à 100 000 $, par exemple? 100 000 $, ça apparaît un bon chiffre pour séparer les riches des pauvres. C'est aussi la ligne qui est juste en dessous de celle qu'on pourrait appeler la ligne des chers, hein, la ligne de 100 000 à 200 000 qui comprend 281 millions de dollars. C'est en vaste majorité des chaires de recherche du Canada. Donc, si on sépare le groupe total en deux groupes, deux sous-groupes, ceux qui ont été financés en bas de 100 000 et ceux qui ont été financés au-dessus de 100 000, qu'est-ce qu'on obtient? Bien, on voit que 90 des projets obtiennent, au Québec en 2009-2010 toujours, 100 000 $ ou moins, et 10 soit 2 725 projets, obtiennent 100 000 $ ou plus. Maintenant, comment se répartit le financement à l'intérieur de ces deux tranches-là? On voit que 90 des projets se partagent 41 de l'assiette financière, tandis que 10 des projets financés, lui, reçoit 59 des fonds. Donc,
quand on parle de concentration des fonds, on en a une idée un peu plus précise. Là, maintenant, on pourrait le faire, puis on va le faire selon les différents champs disciplinaires pour avoir une idée comment ça se manifeste selon les disciplines. Alors, je sais que j'ai déjà dépassé. Michel va venir me chercher avec... oui, c'est ça, avec lenteur mais fermeté. Donc, remarque conclusive, bien, les données qu'on a les plus récentes s'arrêtent en 2009-2010, c'est déplorable. Malheureusement, on aimerait actualiser le rapport et on s'efforce de le faire en ce moment. Ce qu'on voit de façon très préliminaire, c'est que les tendances qu'on a dessinées ici, non seulement se confirment, mais s'accentuent depuis les 5 dernières années. On a observé, particulièrement au fédéral, avec la création de nouveaux fonds de recherche, nouveaux programmes de recherche, une concentration des fonds. Je sais, moi, pour l'avoir vécu au doctorat et en avoir heureusement été le bénéficiaire, il y a quand même des programmes de recherche de subventions aux doctorants, aux postdocs, qui tendent à concentrer les fonds entre les mains d'un plus petit nombre de chercheurs. On pense aux bourses Banting, aux postdocs, ou aux bourses Bombardier, au doctorat, aux bourses Vanier, des super bourses qui font gagner presque plus d'argent que certains chargés de cours ou certains professeurs débutants. En même temps que cette concentration-là, on a observé une réduction des budgets des organismes boursiers, particulièrement au fédéral, encore une fois, en 2010-2012. Les fonds alloués aux bourses et subventions ont baissé de 35 % aux différents organismes subventionnaires. Et encore une fois, en parallèle à ça, une orientation plus grande des recherches. On l'a vu récemment encore avec certains programmes qui ont été créés, dont le Fonds Apogée, dont la mission est, je cite, d'aider les établissements postsecondaires canadiens à exceller à l'échelle mondiale dans les domaines de recherche qui procurent des avantages économiques à long terme au Canada. Donc ça, c'est une tendance clairement qui se dessine. On le voit, on le sait quand on a fait des demandes de subvention, les critères de pertinence et de faisabilité sont de plus en plus importants dans les demandes de subvention, ce qui limite à terme l'autonomie du chercheur et surtout sa capacité d'innovation. Donc, orientation, concentration et réduction des budgets, c'est un peu les 3 grands pôles autour desquels vont s'articuler nos recherches pour la suite des choses. Et sur ça, avant que Michel vienne me happer, je vous laisse. Merci.